Bienvenue dans le débat sur France 24, un débat consacré aux 100 ans du Parti communiste chinois. Xi Jinping a dirigé les commémorations à Pékin sur la place Tiananmen devant des dizaines de milliers de personnes. Xi Jinping fustige les forces étrangères et il appelle au rajeunissement national. Ce siècle du parti est un événement capital pour le président chinois qui prépare son maintien au pouvoir pour un troisième mandat. Alors comment caractériser le parti sous Xi Jinping? Est-il marxiste, nationaliste? Où en est ce fameux contrat social entre le PCC et le peuple chinois? Quelles sont les ambitions de Xi Jinping sur la scène internationale? Et ce parti communiste chinois s'érige-t-il en modèle pour le reste du monde? On va en débattre avec mes invités. J'ai à côté de moi Chunyan Li, bonsoir. Bonsoir à vous, fondatrice de Feida Consulting. Bienvenue dans l'émission. Merci. Également à côté de moi, Dilnur Reignan, bonsoir, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe et professeure à l'INALCO. Bienvenue également à vous dans l'émission. Par Skype, nous avons avec nous Jean-François Di Meglio, président d'Asia Center, professeur également à Paris-Dauphine et économiste. Bonsoir à vous et bienvenue. Et également par Skype de Bourges, Alain Chalbron, journaliste à France Télévisions et ancien correspondant de France 2 à Pékin. On va d'abord écouter justement Xi Jinping lors de ses commémorations, de ses célébrations du 100e anniversaire du PCC. Le peuple chinois s'est levé et sa renaissance après plus d'un siècle de sous-développement est irréversible. C'est ce qu'il a dit. On l'écoute. Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous égards. Alain Chalbron, j'aimerais commencer avec vous. Vous avez été correspondant longtemps justement à Pékin. Quelle est la différence, quelle est la spécificité du Parti communiste avec justement à sa tête Xi Jinping? Est-ce que c'est un contrôle plus fort? Le régime s'est durci? Oui, le régime s'est durci même terriblement. En fait, je dirais même que le régime a changé avec l'arrivée de Xi Jinping. C'est-à-dire que Deng Xiaoping avait laissé des institutions qui prévoyaient qu'un secrétaire général ou qu'un président de la République ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Et ce président était préparé en quelque sorte. Pendant tout un mandat, il était le vice-président. Il se préparait à ce métier. Avec Xi Jinping, cette condition du double mandat est tombée. Donc il y a un président maintenant qui peut rester président à vie. Et c'est naturellement le but de Xi Jinping, ne plus avoir dans 5 ans, tous les 5 ans, à remettre son poste en cause. Il se voit lui-même comme le successeur de Mao et de Xi Jinping. L'un a refait l'unité de la Chine continentale, l'autre a remis dans la Chine les colonies anglaises de Hong Kong et portugaises de Macao, et Xi Jinping veut réunifier Taïwan. Alors Jean-François Di Meglio, le PCC justement, est-ce qu'il est tout de même divisé? Est-ce qu'il y a des fissures? J'ai vu qu'il y avait à peu près 90 millions de Chinois qui adhèrent au Parti communiste. Finalement, c'est moins de 10% de la population. Donc est-ce que effectivement, il est totalement, je dirais, dominé par Xi Jinping aujourd'hui? Alors, vous savez, nul ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur du parti. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y a des courants. Quand vous avez 90 millions de membres, quand vous avez un pays qui a été, à plusieurs moments de son histoire, y compris dans une histoire très récente, foisonnant en termes d'idées, 90 millions dans un pays qui foisonne en termes d'idées, ça ne fait pas une seule tête. Ensuite, la question que vous posez, c'est est-ce que ces oppositions apparaissent? Est-ce qu'un observateur, comme nous essayons de l'être, peut les déceler? La vérité, c'est que jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, et certainement du temps où Alain Chalbron, qui a dit des choses très justes, était à Pékin, on pouvait avoir accès de façon, je dirais, sympathique, ouverte et assez naturelle à des voix marginales, non pas dissensuelles, mais nuancées par rapport à la ligne du parti. Aujourd'hui, le rideau est tombé. Mais il ne faut pas dire pour autant que le parti a changé de nature. Même sous Deng Xiaoping, c'était bien la nature du parti de s'incarner dans un leader. Ce leader avait choisi la souplesse, on va dire,
avec sa fameuse devise, effectivement, rester dans l'ombre et attendre son heure. L'heure est probablement venue, mais rien n'a changé et rien n'était différent, contrairement à ce que beaucoup d'Occidentaux s'étaient piqués de le croire. Xu Nianli, cette renaissance du peuple chinois après plus d'un siècle, c'est ce qu'il a dit Xi Jinping. Est-ce que c'est le contrat social aujourd'hui entre le PCC et le peuple chinois? Cette économie prospère. Il a dit qu'il était un double vainqueur de la pauvreté absolue. Je pense que sur le plan économique, surtout, on est aligné sur cet objectif, sachant qu'il y a quand même une histoire assez spécifique. Au 19e siècle, par exemple, il y a eu 2 guerres de l'opium, et puis il y a eu beaucoup de traités inégaux signés par la Chine et imposés par les pays occidentaux. Donc, cette histoire est toujours là quelque part. Donc c'est une revanche contre cette époque? C'est pas vraiment une revanche. C'est que la Chine en a tiré des leçons et s'est dit, pour éviter le même destin, ça veut dire que pour éviter d'être envahi un jour peut-être par les pays occidentaux, il faut qu'on se développe, il faut qu'on devienne fort et plus fort. Et donc, je pense que dans ce sens-là, on veut pouvoir éviter le même destin, mais c'est beaucoup focalisé sur le pays soi-même. En 40 ans, les Chinois ont plus amélioré leur niveau de vie qu'en 1000 ans. Donc, c'est ça les sources de cette puissance chinoise. Mais ça suffit en même temps aux Chinois. Ça se fait au détriment des libertés. En fait, je pense que déjà la compréhension de la liberté ou de la liberté d'expression, moi, d'après mon constat, elle n'est pas tout à fait la même en Chine qu'en France. Et puis, moi, j'ai aussi remarqué qu'en Chine, ce qui préoccupait le plus les Chinois, dans beaucoup de cas, c'est quand même la vie quotidienne, la réussite professionnelle, la famille, etc. Ça veut dire que, relativement, on ne prête pas autant attention au sujet politique dans le pays. Et donc, en tant que chinoise, par exemple, moi je suis née en Chine il y a 40 ans à peu près, j'ai vu de mes propres yeux comment les conditions de vie ont été améliorées en Chine. Je suis née dans un petit village chinois. Quand j'ai vu ça, il y a une sensation de satisfaction sur le plan économique. C'est pour ça qu'il parle, il évoque cela, Xi Jinping. Dinian Reignan, alors vous êtes originaire de la province du Xinjiang, vous habitez en France maintenant depuis près de 17 ans. Vous avez été d'ailleurs naturalisé en 2015 et vous essayez de réunir les parlementaires pour reconnaître le génocide ouïghour. Alors d'abord, vous, quelle est votre réaction lorsque vous avez vu ce discours de Xi Jinping? Ce n'est nullement étonnant. Depuis que Xi Jinping a accès au pouvoir, désigné au pouvoir, puisqu'en fait, rappelons que c'est un parti-État où il n'y a pas d'élection, donc on désigne Xi Jinping. Depuis ce temps, le climat, non seulement pour les Ouïghours, pour les régions ouïghours et tibétains, mais aussi pour toute la Chine, a grandement changé. Et ce discours-là, qui est totalement cohérente avec la diplomatie chinoise à l'étranger, qu'on appelle la diplomatie de loup guerrier, ça renforce cette diplomatie-là, effectivement, une Chine agressive, sûre de soi, puisqu'en fait, c'est exactement la politique le devise de Deng Xiaoping, le profil bas, est terminé en effet, et que c'est l'heure de gloire, de revendiquer, d'être agressif et d'être sûr de cette agressivité. C'est exactement ça qu'on voit. Et vous parlez du génocide, de génocide pour les Ouïghours. Absolument, bien sûr. Depuis 5 ans, bien entendu, en fait, la question ouïghour, elle n'est pas récente, elle est ancienne, depuis 1949, et qu'il y a une situation coloniale dans la région ouïghour. Maintenant, par contre, depuis 5 ans, la situation a radicalement changé. La Chine, elle mène une politique génocidaire et qu'il y a toutes les preuves qui sont mises en place. Il y a les rapports aussi scientifiques, mais aussi les rapports des ONG. Et surtout, en fait, les données chinoises et les témoignages suffisamment. Et qu'il y a 7 pays qui ont déjà reconnu les caractères génocidaires des crimes chinois et on est en train de mener la même bataille en France. Je me permets parce que c'est très important pour moi parce que déjà je veux clarifier que je ne représente pas le gouvernement chinois. PCC, j'en ai beaucoup discuté avec mes amis chinois vivant en France ou en Chine. Premièrement, pour information, les sénateurs canadiens ont refusé le traitement par la Chine de sa population ouïghour de génocide mardi de cette semaine. Voilà. Deuxièmement, il y a quelques mois, c'est en février dernier, les avocats du département d'État aux États-Unis ont conclu que les preuves
était insuffisante pour prouver l'existence du génocide au Xinjiang. Pourtant, les hommes politiques américains ont continué de parler du génocide. Ensuite, voilà, ça c'est pour information. Vous dites qu'il n'y a pas de preuves. Alors, il y a plusieurs procédures en cours, ce que disait justement il y a deux rapports juridiques indépendants. Laissez-moi terminer. Il y a deux rapports juridiques. Votre sénateur que vous avez canadien, il est d'origine chinoise au service de la Chine. Laissez-la terminer. Voilà. Okay. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de preuves, mais bon, il y a des procédures en cours. Laissez-moi parler. Alors, premièrement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuves. Alors, c'est très, je pense qu'il faut être très prudent il faut être très prudent sur ce sujet. Il faut passer du temps à vérifier les informations. Je prends un exemple. Laisse-moi parler. Pour la première fois, le chiffre de 2 millions de Ouïghours internés au Xinjiang est apparu dans un rapport publié par, alors je vous dis le nom, Chinese Human Rights Defenders en août 2018. Tout le monde peut vérifier. Et cet rapport a tiré ses conclusions basées sur 8 entretiens. Les entretiens avec 8 personnes. Alors, ça, c'est première chose. Deuxièmement, les sources d'information viennent beaucoup d'Adrian Zenz, basé en Allemagne. Il est allé au Xinjiang seulement une fois. Pas seulement. Il y a eu beaucoup de documentaires. Je prends un exemple. Madame Reignan le sait très bien que ce n'est pas seulement un journaliste qui a fait des enquêtes. Non. Est-ce que je peux parler? Je veux dire, basé sur... Laissez-la répondre aussi, parce que sinon, ça n'est plus un débat. Je termine, parce que c'est un sujet très complexe. Je peux pas ça prend des heures. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est que l'approche occidentale aujourd'hui est assez biaisée. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute que ce qui se plaignent. Alors, si vous discutez avec n'importe quel Chinois en Chine, vous allez être au courant qu'en Chine, depuis plusieurs décennies, on a des avantages accordés aux 55 ethnies minoritaires. Elles ont été exemptées de la politique de l'enfant unique depuis plusieurs décennies. Les Ouïghours, vous voulez dire? Y compris. Vous pouvez trouver ça très facilement. Les enfants peuvent se faire ajouter des points supplémentaires au concours d'entrée à l'université. Et tout le monde, on ne parle pas en Occident. Donc voilà. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais bon. Vous lui répondez et ensuite on avance. C'était une parfaite porte-parole du gouvernement chinois, exactement la même propagande. Laissez-la répondre, s'il vous plaît. Donc, d'une part, en fait, il n'y a pas un seul chercheur sur la question. Nous sommes une communauté de chercheurs composée d'une centaine de chercheurs travaillant sur le sujet. Ensuite, il y a 2 rapports juridiques en particulier internationaux qui ont été publiés, notamment le tribunal d'Essex de Londres aussi qui a produit un rapport à ce sujet conformément à la définition de l'ONU sur la question du génocide, sur la définition du génocide. Et aussi, autre chose également, le sénateur que vous avez cité, c'est un sénateur d'origine chinoise laissez-la terminer, s'il vous plaît. de la Chine. Ne me copie pas, vous avez déjà parlé. Et que, autre chose aussi, les avantages que vous citez, et que je viens de là, d'accord, et que le rapport c'est colonial. Il y a un rapport colonial jusqu'à 2016. À partir de 2016, le rapport a changé pour mettre en place une politique génocidaire. On parle de stérilisation massive. Et c'est des chiffres chinois, d'accord? C'est des rapports chinois elles-mêmes. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu encore des chiffres chinois qui ont publié. Donc, enfin, vous ne pouvez pas nier, il y a énormément de... Et d'ailleurs... Il y a beaucoup de documentation. On va passer... Attendez. Premièrement, s'il vous plaît, Jean-François. Non, on a compris, vous n'étiez pas la représentante du gouvernement. Jean-François, elle n'est pas la représentante du gouvernement chinois. Je le précise. Jean-François Di Meglio, justement. C'est pas un seul sénateur. S'il vous plaît. C'était un vote. Vous allez trouver des informations. Plus de 30 contre 28, je ne sais pas. Très bien. Jean-François, pardon. Jean-François Di Meglio, vous êtes un peu l'expert, justement. Excusez-moi, toutes les deux. Jean-François Di Meglio, justement, pourquoi une telle cruauté à l'égard des Ouïghours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il n'y a pas. Elle dit il n'y a pas. Il y a. Merci. Ils étaient exemptés de la politique. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, Jean-François Di Meglio, s'il vous plaît. Je pense que d'abord, je dois vous féliciter parce que pour une fois, nous avons un vrai débat et je participe très souvent au débat et nous sommes d'une politesse exquise en général autour de votre plateau et je pense que je dois vous féliciter aujourd'hui d'avoir eu le courage d'inviter 2 voix extrêmement représentatives dans ce débat sur les Ouïghours. Je m'exprimerai ensuite sur la question de la cruauté dont vous avez parlé. J'aimerais simplement poser la question, il se trouve que, vous savez, le monde des observateurs de la Chine est un petit monde et je connais bien Chunyan et j'apprécie beaucoup le travail
qu'elle fait dans le cadre de son entreprise. Mais nous célébrons aujourd'hui les 100 ans du Parti communiste. Bien sûr, c'est beaucoup plus que ce qu'a vécu le Parti communiste en Union soviétique, et donc c'est une grande victoire pour le Parti communiste. Mais est-ce que ce ne serait pas une grande victoire d'avec Chun Li à Pékin ou en Chine? Or, Chun, vous avez choisi d'être en France, et j'aimerais peut-être que vous expliquiez pourquoi, dans ce pays magnifique qui célèbre aujourd'hui les 100 ans du Parti, eh bien, vous êtes l'une de celles qui a choisi, comme votre interlocutrice, qui, pour des raisons qu'elle a expliquées, que nous comprenons parfaitement, puisqu'elle a demandé la nationalité française parce qu'elle s'est sentie, probablement à juste titre, en mauvaise situation en Chine. Mais dans votre cas, vous étiez très bien en Chine. Ce serait très intéressant de savoir pourquoi vous avez choisi de venir en France. Je vais répondre maintenant sur la cruauté. La société chinoise est dure. La société chinoise est dure. Elle a des degrés de cruauté distincts. La société chinoise n'est pas dure depuis 1949. Pardonnez-moi, c'est la société ou le parti? La société chinoise... Ou les dirigeants? La société chinoise est une société dure. Je parle de la société chinoise. On parlera ensuite du parti. Il est évident que nous avons affaire à un parti totalitaire. La question ne se pose pas. Nous avons affaire à un parti totalitaire. Nous sommes dans un pays à parti unique, même s'il y a quelques partis annexes qui se réunissent effectivement dans la semaine qui suit l'Assemblée nationale populaire et où on voit effectivement apparaître des minorités. Mais il ne faut pas se leurrer sur la nature de ce régime. Ensuite, le degré de cruauté, encore une fois, je dirais il y a des degrés de cruauté dans la société chinoise, ils ne sont pas nouveaux. Je pense qu'il faut aussi se référer à des éléments de la société chinoise qui ont su évoluer en dehors de Chine, et comme je le dis très souvent, il ne faut pas assimiler comme dans le Lotus bleu chinois et cruel ou fourbe, ça n'est pas le point. La société chinoise a donné une civilisation chinoise qui existe non seulement en Chine, elle est représentée en Chine, mais elle est représentée dans beaucoup d'autres endroits du monde, dans beaucoup d'autres endroits d'Asie. La culture chinoise est une culture forte, une culture qui n'est pas une culture totalitaire, et il se trouve que depuis un peu plus de 70 ans maintenant, nous avons effectivement un parti totalitaire au pouvoir. Mais ce parti ne représente pas l'ensemble de la Chine. Est-ce que je peux répondre? On n'a plus le temps, malheureusement. On se retrouve juste après la pause. Vous restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré au centenaire donc, du Parti communiste chinois. Je suis toujours en compagnie de Chun Li, qui est fondatrice de FEDA Consulting et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Une Chinoise à Paris, et c'est aux éditions de l'Archipel. Dilnur Reignan est toujours avec nous, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe et professeure à l'INALCO. Également par Skype, Jean-François Dimiglio, président d'EGA Center et professeur également à Paris-Dauphine, économiste également, et Alain Chalvron, qui est avec nous, journaliste à France Télévisions, ancien correspondant à France 2, ancien correspondant en Chine, bien sûr, à France 2. Un mot justement, Chun Li, parce que Jean-François Dimiglio vous a alpagué effectivement dans la première partie en vous demandant pourquoi êtes-vous venu à Paris, vous comme chinoise. En plus, vous venez d'écrire ce livre qui s'appelle Une Chinoise à Paris. Oui. Brièvement, s'il vous plaît, racontez-nous. Très bien. En 2 mots. En Chine, on a une image idéalisée de la France, surtout du romantisme français. Depuis la réforme économique lancée en Chine en 1978, la Chine a décidé de s'ouvrir au monde. Donc, quand j'étais petite, je pouvais lire très facilement les classiques français, anglais, russes, américains. J'étais très attirée par la France et puis par cette image romantique, par sa littérature, par sa culture, aussi par plein de choses. Et c'était pour ça. Mais aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le business. Non, je suis plutôt dans le business, mais je discute beaucoup des différents sujets liés à la Chine avec mes amis chinois ou français. Voilà. Alain Chalvron, très vite, parce que justement, vous n'êtes pas intervenu sur cette question des Ouïghours. Racontez-nous un petit peu, vous qui étiez en Chine avant Xi Jinping, en tout cas, est-ce qu'il y a un durcissement justement sur cette question en Chine, cette question donc du génocide ouïghour ? Oui, j'ai connu Xi Jinping au pouvoir. J'ai eu Hu Jintao et Xi Jinping. J'ai vu l'évolution. Bon. Et ce qui se passe avec les Ouïghours est absolument épouvantable. C'est terrible. C'est 1 million de personnes qui sont dans des camps, etc., les stérilisations de femmes. Bon, la question de savoir si c'est un génocide, on ne va pas ergoter sur le terme, dont je ne connais pas la définition exacte. Est-ce que c'est un génocide physique avec les stérilisations des femmes? Oui, on pourrait dire, mais il n'y a pas non plus de four crématoire ou de chambre à gaz, du moins que je sache.
mais c'est un génocide culturel. Là-dessus, il n'y a pas de doute. On est en train de mettre tout ce peuple dans des camps. Pourquoi ? Pour lui laver le cerveau, pour lui faire abandonner sa culture, sa langue, sa religion également. Et on est en train de préparer à ce que cette grande région, qui est plus grande que la France, nettement plus grande que la France, soit finalement en minorité occupée par des Ouïghours, qu'on remplace la population par des Han, c'est-à-dire des Chinois de souche. Voilà. La population des Ouïghours, des minorités ethniques au Xinjiang a augmenté plus rapidement que la population chinoise dans la même région. Et d'ailleurs, si vous demandez l'avis de n'importe quel Chinois, moi j'en ai beaucoup discuté, vous allez voir qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit. Digne Régnal, vous voulez Ensuite, le dernier point, sur la cruauté, je veux clarifier ma réponse parce que je pense que cela pourrait être mal interprété. Est-ce qu'il y a des zones d'amélioration à Xinjiang? Oui, je pense. Je pense qu'il y a toujours des zones d'amélioration. Ensuite, est-ce que c'est comme ce qu'on entend dans les médias? Est-ce qu'il y a un génocide? Je n'y crois pas. Même les avocats américains on dit que... Alors on va reparler des États-Unis, parce qu'au contraire, ils défendent cette idée. L'administration Biden dénonce un parti communiste, je le cite, génocidaire au Xinjiang. Ça, c'est l'administration de Joe Biden qui dit ça, qui anéantit la démocratie à Hong Kong également et impose un contrôle social liberticide des citoyens via les nouvelles technologies. Ça, c'est ce que dit l'administration américaine actuelle. Un mot justement, Dignur Régnal, vous êtes favorable à cette ligne de l'administration américaine aujourd'hui, qui est celle de Joe Biden, qui est donc beaucoup plus, je dirais, qui est prête à mettre en place des sanctions et qui l'a fait déjà sur ces questions. Absolument. Je rappelle que en fait, la terre ouïghour, ce n'est pas chinoise et qu'elle est colonisée depuis 1949. 1949, il y avait 4% de Chinois contre 80% de Ouïghours. En 2010, comme c'était renversé, et les Chinois, ils étaient 45%, les Ouïghours 47%. Mais maintenant, depuis 2016, on parle de génocide. Pourquoi? Parce que, en particulier, il y a 2 points en particulier. Un, c'est stérilisation massive des femmes ouïghours qui est montrée par les chiffres chinois. Dans toute la Chine, il y a des preuves, suffisamment de preuves. Ensuite, c'est comment... Entre 2017 et 2019, la population ouïghour a chuté de 50%. Moi, j'ai les chiffres chinois. Ce sont les chiffres chinois. Je vous montre, je vous invite. Comment vous avez eu les chiffres? Laissez-la terminer, s'il vous plaît, et ensuite on va avancer. Le deuxième point, ce sont les chiffres des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International. Jusqu'à fin 2019, environ 900 000 enfants ont été arrachés à leur famille pour mettre dans des camps pour enfants et aussi pour donner aux familles chinoises, et que dans lequel ça c'est le deuxième critère dans la définition de génocide selon l'ONU. Voilà, en tout cas, Joe Biden en fait tout de même le socle, un de ses socles en tout cas, de sa politique à l'égard de la Chine. On va écouter tout de même à nouveau Xi Jinping, puisqu'il a donc célébré ce centenaire du Parti communiste chinois à Pékin. C'était donc sur la place Tiananmen, et on l'écoute. Le peuple chinois ne permettra jamais à aucune force étrangère de nous intimider, de nous opprimer ou de nous asservir. Quiconque veut le faire devra sûrement faire face à une effusion de sang devant une grande muraille d'acier construite par plus d'1,4 milliard de Chinois. Jean-François Di Meglio, est-ce que les États-Unis étaient visés dans ce discours, dans cette menace extérieure que brandit Xi Jinping de manière très violente? En filigrane, on ne peut pas le nier, mais vous savez, la Chine n'a pas d'alliés, elle n'a pas d'amis. Donc, bien sûr, nous pensons en premier lieu aux États-Unis, puisque de nos jours, Joe Biden, encore plus que Donald Trump, a un discours frontal vis-à-vis de la Chine. Néanmoins, quand vous êtes à Pékin, ça nous paraît un petit peu étonnant, y compris quand on voit les images majestueuses et qui sont splendides de la place Tiananmen. Quand vous êtes à Pékin, vous êtes cerné. Ça nous paraît très paradoxal, mais la Chine a gardé ce complexe un peu obsessionnel qui remonte entre autres à l'époque où elle était en partie dépecée, colonisée, mais pas seulement. Ça remonte aussi à beaucoup plus loin. C'est un pays continental qui a très peu de sorties vers la mer et qui sait que le grand voisin avec qui on est en train de faire copain en ce moment, c'est-à-dire la Russie, qui était l'Union soviétique autrefois, c'est pas un ami de tous les jours. En ce moment, c'est presque un ami, on s'en rapproche. Et puis, le voisin le plus proche et qui va dépasser la Chine en termes de démographie, l'Inde, juste de l'autre côté de l'Himalaya,
Bien sûr, il n'a pas les moyens des États-Unis, mais je pense que dans la tête d'un certain nombre de dirigeants chinois, il inquiète au moins autant que, bien sûr, les menaces et la démonstration de force que vient de faire encore Joe Biden à travers les manœuvres qui viennent d'avoir lieu conjointement avec le Japon. Bien sûr que les États-Unis sont aux portes de la Chine d'une certaine façon avec leurs forces navales. Bien sûr que l'affrontement technologique, bien sûr que l'affrontement militaire, c'est celui qui est au sommet des préoccupations des dirigeants chinois. Mais il y en a beaucoup de préoccupations. Et puis il y a aussi des préoccupations intérieures. Alors encore une fois, pour faire cette rétrospective des 100 ans, il est évident que lorsqu'on est chinois, comme l'a dit Chun Yen-li, on se sent bien. Et quand on regarde effectivement, je dirais même, il faut l'affirmer aujourd'hui, l'abstention massive des populations occidentales, et en particulier la nôtre, lorsqu'on leur donne la démocratie, on a de quoi sourire. Et c'est bien sûr ce à quoi il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, Xi Jinping n'a probablement pas tout à fait l'intention d'exporter son modèle, mais si jamais nous lui en donnons l'occasion de dire ce modèle est bien meilleur parce qu'il suscite une adhésion par des citoyens comme Chun Yen-li par exemple, mais comme beaucoup d'autres, effectivement, sans qu'ils aient le droit de vote, ou en tout cas sans qu'ils aient le même droit de vote que ceux qui n'en utilisent pas en Occident, eh bien nous sommes effectivement en danger. Il est là le danger, beaucoup plus que dans la menace chinoise, il est dans la menace intérieure que nous-mêmes, nous construisons en n'adhérant pas à notre principe démocratique. Alain de Chalvron, la Chine, est-ce qu'elle est une puissance expansionniste ? Expansionniste sur le plan économique, c'est certain. Ils veulent être la puissance dominante dans le monde dans les années qui viennent. Pas très longtemps, c'est pas des décennies et des décennies, c'est très prochainement. Dominante aussi sur le plan culturel, je dirais dans le soft power, ce qu'on appelle le soft power. Oui, il y a une volonté de la Chine de s'imposer aussi dans ce domaine-là. Sur le plan militaire, c'est vrai que la Chine a fait des investissements énormes, notamment en porte-avions et pour la marine d'une façon générale. De là à vouloir dominer le monde sur le plan militaire, non, je crois qu'on n'en est pas là. On en est même encore assez loin. Je crois que dans le discours de Xi Jinping, quand il met en garde les pays qui pourraient le menacer, je ne suis pas sûr que lui-même y croit. Je ne suis pas sûr qu'il pense qu'il y a vraiment une menace pour la sécurité de son pays, comme elle a pu exister dans les années 50 avec la guerre de Corée ou avant. Mais ça ressoude aussi le peuple. C'est de la politique intérieure quand il dit ça. Il faut voir ça. Cet aspect-là est très, très réel. Alors, bon, il y a certainement des gens dans le Parti communiste chinois qui ont une volonté de s'imposer par la force. Par exemple, j'ai rencontré c'est très rare de pouvoir rencontrer un militaire. J'ai rencontré un militaire qui était colonel en retraite, mais professeur à l'école de guerre, qui dit, lui, carrément qu'une guerre avec les États-Unis est inévitable. Donc, il y a des gens qui pensent ça, mais je ne pense pas que ce soit la pensée profonde de Xi Jinping. Alors, reste le problème de Taïwan. Juste un mot sur ce problème sur Taïwan. Parce que Hong Kong, on peut dire, Alain de Chalvron, on peut dire que Hong Kong, c'est terminé. Il n'y a plus de liberté. Aujourd'hui, il n'y avait pas un seul manifestant dans la rue alors on célébrait justement ce 100e anniversaire du Parti communiste. Hong Kong, c'est terminé, mais il reste Taïwan. Il reste Taïwan. Et Taïwan, c'est quand même un beaucoup plus gros morceau qu'Hong Kong. C'est 24 millions d'habitants. C'est une puissance économique très réelle. Et c'est le rêve, c'est l'objectif, même plus que le rêve, c'est l'objectif de Xi Jinping de rattacher Taïwan à la mère patrie. Alors, il a dit dans le passé qu'il était prêt à le faire de gré ou de force. Il faut remarquer que dans le discours d'aujourd'hui, il n'a pas réutilisé la même formule. Il a dit, si possible, par des moyens pacifiques. Et donc, c'est une petite évolution. Parce que, naturellement, s'il y a une guerre pour récupérer Taïwan, là, je pense que ça peut dégénérer. Il y a des accords de défense avec les États-Unis, il y a le Japon, il y a la Corée. Enfin, c'est très dangereux. Ça. On ne sait pas où ça peut aboutir si on utilise la force. Et pourtant, alors, il a simplement... On avait l'impression qu'au contraire, Xi Jinping était plutôt belliqueux lorsqu'il parlait de Taïwan ces derniers temps. Hein. Oui, c'est pourquoi j'ai remarqué dans le discours d'aujourd'hui qu'il n'a pas utilisé ce terme de recours à la force. Il a menacé néanmoins les Taïwanais, s'ils déclaraient leur indépendance, de sanctions et peut-être même d'une opération militaire, mais je ne vois pas non plus les Taïwanais déclarer l'indépendance.
finalement, ce statu quo fonctionne pas si mal que ça, et en tout cas pour les Taïwanais. Et les Américains ont déjà dit qu'ils allaient soutenir Taïwan. Joe Biden en a même rajouté, si je puis dire. Dinh Nguyen, est-ce que vous souhaiteriez que les Européens soient plus proches de la cause ouïghour ? Il y a une procédure en ce moment contre des entreprises européennes, d'après ce que j'ai lu, toute récente, une procédure judiciaire. Il y avait une résolution votée au Parlement européen. Il faudrait que l'Europe aille plus loin parce que sur la relation avec la Chine, l'Europe est très pro-business, si je puis dire. En plus, il y a des divisions au sein des Européens. Donc, est-ce que ça vous interpelle ? Bien entendu, la question dépasse les frontières ouïghours. La question n'est plus est-ce qu'on protège les Ouïghours ou pas. La question, c'est le modèle chinois qui arrive ici aussi. Et donc, désormais, est-ce qu'on est fidèle à nos valeurs européennes ? Ou alors, est-ce qu'on va privilégier le business sur les droits humains ? Dans ce cas-là, ça concerne aussi les droits des Européens désormais, puisqu'en fait, nos Européens aussi perdent petit à petit cette notion de la valeur des droits humains. Donc pour vous, les démocraties, elles doivent défendre cela. Elles doivent défendre ces valeurs jusqu'à remettre en cause justement le business. La base de la démocratie, c'est la liberté du peuple. Alors, et aussi, c'est les droits humains. Alors, c'est pourquoi, en fait, si l'Europe, elle veut être fidèle à ses valeurs, il faut défendre les droits humains et non pas le business d'abord. Et aussi, on est en 21e siècle, 2021, on parle de camps de concentration pour plusieurs millions de personnes juste en raison de leur appartenance ethnique et religieuse. Non, il n'y a pas de... Et aussi, à l'époque, dans les années 40, pour de mêmes raisons business, on avait laissé faire. Est-ce qu'on va faire la même erreur aujourd'hui ? C'est la question qu'on pose à l'Union européenne. Madame, est-ce que protéger les gens habitants du Xinjiang contre les terroristes et les attentats terroristes, est-ce que ça fait partie des valeurs, belles valeurs humaines ? Le vrai terroriste, c'est l'État chinois. Non, mais attendez, on parle des faits. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Xin Yuanli, pour faire avancer ce débat, justement. L'image de la Chine, je l'ai vu dans certains sondages d'opinion, est défavorable. Elle est même plutôt très négative, selon une enquête annuelle du Pew Research Center. Est-ce que, justement, cette image négative de la Chine, à un moment donné, elle n'aura pas un impact, y compris sur le business ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Premièrement, je pense qu'il faut prendre en compte le contexte global. C'est quoi le contexte global ? La rivalité sino-américaine. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont lancé une campagne de désinformation sur le sujet du Xinjiang. Encore une fois, il y a des zones d'amélioration. C'est une campagne de désinformation, mais ma question est précise là. Oui, j'ai compris. Je vais continuer. Encore une fois, juste pour que mes propos ne soient pas mal pris, il y a des zones d'amélioration. On a géré Xinjiang, les attentats terroristes au Xinjiang, à la manière chinoise, ça veut dire de manière très stricte. Et après, sur les faits, il faut passer du temps à les vérifier. C'est ça mon information. Il faut les vérifier. Voilà. Ensuite, sur l'image de la Chine, alors moi j'ai ressenti une ambiance assez différente dans le milieu politique, dans les médias et dans le milieu des affaires. Récemment, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui font des affaires avec la Chine. Il y a aussi des sociétés du luxe qui dépendent de plus en plus du marché chinois, parce que pendant que le reste mais je ne parle pas des 2-3 du CAC 40. Je parle, d'une image plus globale auprès d'ailleurs d'autres entreprises aussi, et puis auprès, effectivement, vous le dites, des politiques et auprès, effectivement, des Européens. Aujourd'hui, la Chine n'a plus la même image qu'il y a 5 ans. C'est vrai, parce que c'est dans le contexte de la rivalité sino-américaine. Après, je ne dis pas que la Chine est parfaite. Donc, pour répondre à votre question directement, aujourd'hui, il y a peu d'impact sur le business. Donc, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. L'ambiance est différente. Il y a des gens L'ambiance est différente parce qu'on parle aussi de la route de la soie, parce qu'on parle aussi justement des affaires concrètes, très différentes. Des affaires concrètes. Là, j'ai été sollicitée par les entreprises françaises qui souhaitent développer plus leurs affaires en Chine dans différents domaines. Ils sont très intéressés par le marché chinois. L'ambiance que j'ai ressentie globalement auprès des hommes d'affaires français est très différente de celle qu'on a ressentie dans les médias et dans le milieu politique. Voilà. Vous pensez qu'ils veulent faire avant tout du business, c'est ce que vous dites. Ils ferment les yeux. C'est mutuellement. Non, c'est pas ça. Déjà, faire les yeux ou pas, il faut vérifier les faits. Moi, je pense que c'est très important. Il faut parler avec les Chinois. La Chine a refusé justement la demande de l'ONU de l'enquête indépendante. La Chine, elle a refusé. Madame, et qu'il n'y a pas de vérification. Madame, je ne vais plus répondre
dans les détails, parce que ça prend des heures. Dans ce cas-là, pourquoi la Chine refuse? La Chine n'a pas refusé. La Chine, elle a refusé. N'a pas refusé. Vérifiez. Alors laissez-moi parler si vous voulez. Alors vous répondez rapidement, parce que je voudrais qu'on avance. La Chine a proposé à l'Union européenne plusieurs fois d'aller visiter Xinjiang. C'est juste, on n'est pas... Attendez, laissez-la terminer. Laissez-la répondre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est juste que la Chine et l'Union européenne n'ont pas d'avoir été d'accord sur les conditions de visite. Voilà. Voilà, en tout cas, vérifiez les informations pas pu, sur Internet. il n'a pas pu, pardon, excusez-moi, il n'a pas pu y avoir dicter les conditions. Il n'a pas pu y avoir d'enquête indépendante sur place. Il n'y a pas pu y avoir, en tout cas, d'observateurs indépendants sur place. Mais il y a eu beaucoup d'enquêtes, de reportages. Pardonnez-moi, je voudrais qu'on avance justement sur une question pour vous, Jean-François de Meglio. Justement, on parlait de l'Europe. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'Afrique et la relation entre justement la Chine de Xi Jinping et l'Afrique. On a vu que le pouvoir chinois poussait sa population à s'installer en Afrique. On a fait des reportages d'ailleurs à ce sujet. Et là, avec l'Afrique, il passe des accords, comme je fais allusion à celui qu'ils ont passé avec le Ghana. La Chine est devenue le premier créditeur du Ghana et elle, en fait, à partir du moment où il y a des difficultés de remboursement, eh bien, elle saisit finalement. Il y a une captation des ressources. Est-ce que les Chinois sont devenus les nouveaux colons en Afrique, ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, ils vont accepter, je dirais, une gestion plus fair-play des relations économiques? Alors sur la question de la dette, c'est très simple. Vous savez qu'on a un dispositif international qui est effectivement le Club de Paris qui permet de restructurer les dettes des pays fortement endettés et sur le point de faire faillite. La Chine n'est pas dans les négociations du Club de Paris, donc vous voyez bien qu'on a une situation qui est distincte. Ensuite, sur la saisie d'actifs, oui, bien sûr, il n'y a pas que l'Afrique. On sait bien que à Sri Lanka en particulier, il y a effectivement une transformation d'une concession et un allongement de la durée de la concession du port qui a été financé par la Chine à partir du moment où les dettes ne sont pas remboursées. Est-ce qu'il y a effectivement une colonisation d'un nouveau type? Il est évident que les ressources en matière de toute l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique, intéressent la Chine. Effectivement, il y a une prise de conscience en Afrique. Aujourd'hui, un certain nombre de pays africains sont dans la nasse, il n'y a absolument pas de doute. Quant à la colonisation, vous avez parlé de population chinoise qui irait en Chine. En fait, ce qui se passe, c'est plutôt le maintien de population chinoise qui était partie, par exemple, au titre de l'aide médicale ou au titre de la coopération, qui, au lieu de rentrer en Chine, s'installent en Afrique. On ne peut pas parler d'une colonisation, de peuplement, comme on l'a eu dans certains cas dans l'histoire des pays occidentaux. Donc c'est effectivement, une fois de plus, une voie chinoise originale, avec des voyages incessants des dirigeants chinois en Afrique. Il y en a pratiquement tous les ans, il y en a plusieurs, pas simplement le président. Il y a aussi ce grand FOCAC, le grand forum Chine-Afrique, qui a lieu pour la première fois en dehors de Chine cette année. Il y a bien sûr une relation de quasi-prédation aujourd'hui qui n'est pas qualifiée de colonisation, c'est une prédation assurément. Il faut voir aussi que la Chine, maintenant, utilise l'Afrique non seulement comme ressource en matière première, mais aussi comme débouché de ses propres produits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-François Di Meglio. Merci Dimion Régnane d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Chen Yuanli. Merci Alain Chalvron et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.